Bon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur YouTube du coup. Ça fait 4 semaines que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Je sais, j'avais dit que j'en ferais une par semaine, mais j'ai été surchargé de travail et il y a eu pas mal de problèmes, notamment au niveau de ma blessure qui va beaucoup mieux en street. Donc voilà, c'était très compliqué de faire des vidéos YouTube et je manquais d'idées de vidéos YouTube. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. On me disait fais des tutos, fais des vlogs entraînement, montre ton entraînement. Le problème c'est que en ce moment je m'entraîne mais je garde un petit peu secret, donc je peux pas vous montrer mes entraînements actuellement. Et pour les tutos, c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup de travail. Je suis obligé de là tout de suite, j'ai tellement de travail que je suis obligé de vous faire des vidéos qui sont assez courtes et concises et du coup bah je vais pas commencer à faire des tutos qui demandent vraiment de la préparation comme j'avais fait sur les biceps où voilà, il faut faire des recherches, il faut éviter de dire n'importe quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube malheureusement qui font des tutos un peu à l'arrache et du coup ils commencent à dire n'importe quoi, c'est pas fondé, il n'y a pas de recherche. Si vous avez des vidéos YouTube à faire qui ne soient pas des entraînements et qui ne soient pas des tutos, bah n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire parce que ça va vraiment m'aider, c'est ultra important. Et moi j'avais pensé par exemple à un vlog FPV comme j'avais fait, c'était trop cool. Le problème c'est qu'on enchaîne tempête sur tempête, dehors il pleut tout le temps, donc pour l'instant c'est pas trop possible, mais peut-être la semaine prochaine. Donc en attendant je vais répondre à vos questions, vous m'avez posé des questions du coup, donc c'était en février, donc ça date un petit peu. Mais je pense que c'est intéressant, je vous avais dit que c'était pour YouTube. Je vais y répondre. Il y a des questions qui sont plus d'actualité. Il y a des questions qui sont en anglais, auxquelles du coup bah, je vais répondre en français. Je vais rester en français pour cette vidéo, ce sera plus simple. Alors première question, c'est faire du set and rep et du lesté pour améliorer le statique. Moi je trouve que c'est vraiment pas du tout une bonne idée. Alors, je vais nuancer un petit peu. Le set and rep et le lesté, ça va être très très différent du street workout classique que nous on appelle, c'est-à-dire au niveau enfin faire des figures, la full planche, le front lever, tout ça, ça va être très très différent. Ceux qui sont en coaching avec moi, vous savez exactement de quoi je parle. Ça a rien à voir en fait. C'est vraiment un ratio force-endurance qui est totalement différent et la spécificité n'est pas du tout la même entre faire des tractions et faire une full planche. Donc non, pour améliorer le statique, ça a vraiment strictement aucun intérêt. Maintenant, je nuance dans le sens où si c'est quelque chose, je sais que j'ai pas mal de gens qui viennent en coaching en me disant ouais mais moi j'aime bien faire du set and rep, j'aime bien faire du lesté, bah, je vais pas vous dire non, le faites pas. Si vous aimez faire ça, franchement, continuez, il n'y a pas de problème, c'est vraiment cool. Maintenant, si vous espérez améliorer votre statique avec le set and rep et le lesté et que vous vous en foutez du set and rep et du lesté, que vous faites ça juste en but d'améliorer le statique, ça a aucun intérêt. Vraiment, faites autre chose à la place, ça sera bien plus productif. Alors, deuxième question, comment fixer la protraction en planche exercice? Alors, la protraction en planche, c'est uniquement les omoplates. C'est-à-dire que c'est uniquement cette poussée d'épaule. Et on va parler de deux choses. Protraction, ce que je viens de vous montrer, les omoplates, le mouvement d'omoplate vers l'avant, et le hollow body. Le hollow body, c'est une position du corps, du bassin par rapport à la cage thoracique, par rapport à la tête, c'est toute une position de corps. Mais pour simplifier, on va parler de la position de la cage thoracique. Si mon sternum, il est en position basse, donc comment on dit en français, genre je fais une dépression du sternum, si je l'abaisse comme ça, on peut voir que je fais rien au niveau de mes épaules. Mes épaules, elles sont neutres. Mais elles sont plus en protraction actuellement que si par exemple je suis en neutre, mes épaules vont être en neutre. Et si je fais une élévation du sternum, donc sternum c'est cet os-là, si je fais une élévation du sternum, mes épaules, elles partent naturellement en rétraction. J'ai rien fait avec mes épaules. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez être à la fois en protraction et en élévation du sternum. Mais du coup, vous allez quand même avoir ce creux au niveau du dos, un dos tout plat, vous n'allez pas avoir ce hollow que tout le monde attend, ce dos rond entre guillemets, qui est appelé protraction, mais en réalité c'est plus hollow body. Voilà, faites attention à votre position de cage thoracique, le bassin il joue un grand rôle, etc. Le bassin il joue un énorme rôle aussi. Je peux pas tout détailler, encore une fois, c'est quelque chose que j'explique énormément en coaching, mais là ça prendrait beaucoup de temps, et vu qu'on a pas mal de questions, je pense que je peux essayer d'aller un petit peu plus vite. Quelles sont pour toi les figures les plus dures en push et en pull? Très bonne question. Alors en push, pas de débat, ça va être Carmona. J'essaierai de vous mettre quelques exemples. Donc Carmona, c'est un dead stop back lever. C'est ça qui le détermine en fait. C'est back lever 2 secondes. Zanetti jusqu'à la Maltese. Maltese press ou inverted. Je dis bien Maltese press. Ça c'est Carmona, donc ça c'est très très dur. J'ai jamais réussi. J'ai jamais essayé aussi. Mais du coup j'ai jamais réussi. Et un autre truc que j'ai essayé, que j'ai pas réussi non plus, c'est. Il y a un chinois qui l'a fait. C'est un peu similaire. Ça va être une Azarian Maltese, dead stop, presse à la croix inversée. Ça, c'est vraiment très compliqué parce que déjà en street Azarian Maltese, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et ceux qui l'ont, ils sont incapables de replacer la protraction et de presse derrière. C'est vraiment un autre niveau. Et en gym, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui ont Azarian Maltese, mais presse derrière, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, et presse en Maltese, je dis bien pas presse en full. Pas loin de resserrer un petit peu. Donc ça va être les deux figures les plus dures en push.
Et en pool, alors je suis pas spécialiste du pool, vraiment pas, c'est pas mon domaine, mais je pense que le Supisat, on s'approche de quelque chose qui est quand même très 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 difficile biomécaniquement. Si je l'analyse, je comprends que oui, c'est dur. Oui, ou Supicaruso en fait. Donc voilà, mais je suis pas spécialiste, donc me tombez pas dessus s'il y a plus dur. Alors, question très intéressante, comment s'entraîner dans une salle classique pour entraîner Nakayama et Azarian sans spotter, sans amis en gros qui viennent nous aider, sur des anneaux qui sont assez bas. Parce qu'en fait, par exemple, quand on fait Azarian, alors Azarian, pareil, c'est, je vais essayer de vous trouver un exemple si je vous le trouve pas. En gros, on part suspendu au niveau des anneaux, et puis on va faire front lever raise, on va passer au back lever, et une fois qu'on est au back lever, on va tirer pour arriver à la position de croix. Donc on fait un tour complet et on arrive à la croix. Et Nakayama, on part en maltaise, on descend en back lever et on rebondit vers la croix. Voilà, ça c'est le Nakayama, c'est simple. Et en fait, ces deux figures-là, elles sont un petit peu difficiles à entraîner, surtout l'Azarian, dans un parc avec des barres qui sont pas assez hautes, avec des sangles qu'on est obligé de raccourcir. Parce que quand on fait le front lever raise, il y a un moment, si on met les anneaux trop proches du sol, notre tête elle va toucher le sol. Du coup, on va pas pouvoir passer. Et si on met les anneaux plus haut, notre tête elle va passer, mais nos pieds ils vont toucher là-haut, et puis les sangles elles vont être très très courtes, donc l'instabilité elle va pas du tout être la même. La façon de forcer va pas être la même. Azarian, c'est une figure qui est bien plus compliquée que le Nakayama. Vraiment, la Azarian, c'est beaucoup plus dur que le Nakayama, et c'est aussi beaucoup plus dangereux. En Nakayama, je crois que je me suis jamais blessé, et en Azarian, j'ai eu entorse aux deux coudes, au niveau du ligament ulnaire là, collatéral. J'ai eu entorse aux deux coudes, 8 mois sans croix. Donc c'est quelque chose qui va être très dangereux, très compliqué, et du coup, la solution, elle est assez simple, ça va être d'entraîner le Nakayama, et vraiment se focus uniquement sur le Nakayama, et l'Azarian, il viendra par transfert de force quand vous le laisserez sur un setup, quand vous y aurez accès en fait. Donc voilà, c'est vraiment commencer avec le Nakayama. Et pour le Nakayama, rien de plus simple, hein. On prend un élastique, on le met au niveau du bassin comme on entraîne toutes les figures, on se met en maltaise aux anneaux, et on revient en croix L ou en croix avec les genoux fléchis. On n'a pas besoin de mettre les anneaux trop bas, hein. On s'arrange pour passer nos jambes avec l'élastique, il n'y a aucun problème. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait, et ça marche très très bien. Je vais parler justement d'une question, on me demande à quand la formation anneau. Je prends cette question parce que j'en parlais juste avant. La formation anneau, j'ai prévu plusieurs choses. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'avais prévu de faire une formation aux anneaux gratuite pour les débutants. Comment commencer aux anneaux? Avec dedans des positions à pouvoir travailler, comme des L-sits, commencer les premières figures, les premières bascules, peut-être quelques trucs sur les anneaux de gym si j'y ai accès, vous montrer quelques balancés, ce genre de choses sur les anneaux de gym qui peuvent être très très intéressants pour les débutants. Ça serait totalement gratuit, et puis ça vous montrerait aussi les choses à faire, les choses à ne pas faire. Donc ça c'est vraiment important puisqu'il y a beaucoup beaucoup de choses à ne pas faire que les gens font et que les gens en gymnastique, les coachs en gymnastique vous disent de faire et qu'il faut pas. Biomécaniquement, ça peut être dangereux. Donc voilà, ça serait une formation gratuite et à côté, il y aurait la formation aussi payante qui sortirait en même temps. Du coup, ça serait plus pour les gens avancés. On parlerait de maltaise et de planche anneau, de transfert de force et de tout l'aspect général de l'entraînement sur la planche aux anneaux. Donc ça peut être intéressant. Sinon, j'avais pensé à un autre e-book et c'est là que j'ai besoin de vous dans les commentaires pour savoir les. En fait, c'est deux e-books qui sortiront en même temps, mais lesquels je fais d'abord. Est-ce que c'est les anneaux avec un gratuit, un payant, ou est-ce que le e-book planche technique et planche forme vous intéresse? C'est-à-dire que je vais prendre les formes les plus mythiques du street, je vais tout débunk, vous montrer exactement pourquoi il a cette forme, qu'est-ce qui se passe, les différents angles pour voir les formes parce que ça varie, la lumière, beaucoup beaucoup de choses, les différents aspects de toutes les formes de planche, biomécanique sur certaines planches, sur certains athlètes, les techniques de presse, les différentes presses, les différentes techniques en fonction des morphologies, les approches pour apprendre la presse, la push-up, tout en fait, toute la technique qu'il y a autour de la planche, donc ça serait quelque chose qui, pour l'instant, n'a jamais été fait, c'est sûr, j'en suis certain. C'est vraiment technique. Et à côté, il y aurait un autre e-book, du coup, donc lui serait plutôt abordable, l'autre serait plus cher parce qu'il sera plus destiné au coach, du coup, puisqu'il y aura tout l'aspect biomécanique derrière. L'aspect de, ok, telle blessure, on va parler des blessures, on va parler par exemple des longueurs de segments, ok, telle personne aura plus de facilité sur ça, donc telle personne pourra plus se concentrer sur tel aspect technique de la presse plutôt que tel aspect technique de la presse en fonction de sa morphologie. Donc ça serait vraiment pour les coachs qui ont besoin d'analyser pour leurs élèves. Et du coup, bah, je sais que je suis coach, donc j'analyse ça aussi, et je sais que ça va être très intéressant. Alors, c'est pas que pour les coachs, les gens qui ne coachent pas, qui veulent juste s'intéresser aussi, peuvent en apprendre, et du coup ça permet d'en apprendre énormément sur soi. Mais voilà, je pense que c'est intéressant, dites-moi ce qui vous intéresse en premier, dans tous les cas je finirai par faire les deux. On me demande mes tips pour la sèche. Il y a une formule qui permet de calculer votre maintenance. Donc du coup vous calculez votre calorie, en fait le nombre de calories que vous avez besoin, et puis ensuite vous enlevez par exemple 25% si vous voulez sécher, ou vous ajoutez 25% si vous voulez faire une prise de masse, 25%, 10% en fonction de comment vous voulez gérer votre sèche. En gros vous avez juste à calculer le nombre de calories qu'il vous faut en sèche, et le nombre de protéines, donc 2 grammes par kilo de poids de corps à peu près. Vous comptez calories, protéines, le reste, glucides, lipides, tout ça, on s'en fout. Faites comme vous le sentez.
Moi, tout le monde me disait, oui, il faut manger des glucides, il faut faire ci. Moi, quand je mange des glucides, je ne tiens pas ma diète. J'ai faim tous les jours, toute la journée, chaque heure, je ne pense qu'à manger. Donc, je mange plutôt lipides et je réduis les glucides. Et niveau énergie, j'arrive à m'en sortir au bout de 2-3 semaines, mon corps il s'habitue. Donc voilà, chacun fait comme il veut, mais gardez en compte que si vous comptez déjà vos calories et vos protéines, il n'y aura pas de problème. Je vous laisse une vidéo que j'avais fait, c'est mon tout premier vlog, soyez indulgents sur la qualité, même si les gens avaient plutôt apprécié. Vous pouvez aller voir, je parle de la diète. Donc il y aura tout dedans. Prochaine question. Pour ça, c'est bien d'avoir les bras longs. Je peux pas répondre à cette question, j'ai pas analysé le mouvement. Je dirais même que non, dans le sens où il y a des transferts qui vont se faire différemment en fonction de chaque personne. Ça va dépendre pas que des bras longs. Il y a d'autres paramètres qui vont être bien plus importants. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui fait du pull, mais j'ai fait le test. Quelqu'un m'apparaît sur un sat et quelqu'un m'apparaît sur un touch au début de séance. Et il me paraît beaucoup moins fort sur le sat. C'est-à-dire que j'ai plus de force sur le sat alors que je fais pas de front. Euh, et moi j'ai des bras très courts. Donc, je sais pas. Je vais pas dire de bêtises. Faudra se renseigner et j'analyserai un petit peu plus la figure en question. Là tout de suite c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui cause les déchirures de biceps? Alors, euh, cette question, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, j'y ai déjà répondu dans une vidéo que je vous mets aussi juste ici. Du coup, c'était sur la rupture de biceps. Je parle de la rupture du biceps au niveau du coude, donc distal. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est une mine d'or d'informations. Et les gens qui m'ont contredit en commentaire sont des gens qui, en fait, n'y connaissent rien. Ils ont juste lu un livre d'un coach en gym. Et je peux vous assurer que les coachs en gym, c'est pas forcément leur spécialité, la biomécanique. J'ai rien contre les coachs en gym. C'est juste que c'est pas mon truc à moi. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a un coach en gym qui dit ça qu'il faut l'écouter. Vous irez voir la vidéo, vous ferez votre propre avis. Je vais pas débattre indéfiniment dessus, mais j'ai mes recherches. Et par contre, quand on me demande de citer mes sources, malheureusement, c'est des sources et des recherches que j'ai pris énormément de temps à trouver. Et moi, ça me fait toujours un petit peu de mal de citer toutes mes sources et de donner à tout le monde tout le savoir que j'ai pu rechercher jour et nuit pendant des années. Donc voilà, pourquoi je ne cite pas mes sources. C'est plutôt cet aspect de j'ai du mal encore à dévoiler un petit peu toutes mes recherches pendant un an gratuitement, juste en mode description YouTube. Hop, je mets toutes mes recherches. Alors, on me demande comment je m'entraîne en ce moment euh, dans la semaine, training split. En vrai, je m'amuse en ce moment. Je travaille deux trois trucs, je m'amuse, je fais en fonction de mon épaule qui va beaucoup mieux. Je peux faire des planches à froid, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas de vision d'entraînement. En fait, il y a quelques mois, j'ai failli arrêter le street. La Swag Up m'a motivé. La Stenos, dont je suis en train de faire le montage derrière. Non, derrière, c'est pas affiché. Mais je suis en train de faire le montage de la Stenos. Vous allez voir la vidéo très bientôt. M'a énormément motivé. C'était incroyable comme compétition. Et du coup, là, juste, je veux m'amuser pour éviter de me dégoûter du street. Puisque pour l'instant, j'arrête la gym. Jusqu'à que mon épaule aille mieux et que je puisse reprendre les compétitions de gym sans problème. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, retour sur les compétitions de street peut-être l'année prochaine. Est-ce que c'est vraiment important le regard en planche? Alors oui et non. Souvent le regard en fait il va induire une position de tête. Et c'est pour ça qu'on dit que le regard il est important. C'est-à-dire que si je regarde en haut, ma tête va regarder en haut. Si je regarde en bas, ma tête va regarder en bas. Mais c'est aussi possible d'avoir ce point malheureusement de ok je regarde en haut mais ma tête ne bouge pas. C'est juste mes yeux qui roulent vers le haut. Ou inversement vers le bas. Et du coup il faut faire attention. Si jamais on a une trajectoire de tête et qu'on va juste regarder en haut ou en bas, ça va rien changer à la planche. La planche, elle va pas du tout être impactée par le regard si la tête ne bouge pas. Donc faites attention. Allez, peut-être en termes de proprioception, si vous changez votre regard, vous changez votre perception et du coup vous allez peut-être tomber plus facilement sur un handstand. Mais en soi, la trajectoire de tête et la planche en elle-même ne bougera pas. Quand on parle de regard, en fait, on parle de positionnement de tête et de trajectoire de tête. Par simplification. C'est juste que c'est plus facile de dire à quelqu'un fais attention où tu regardes, regarde au bon endroit quand tu planches, plutôt que de dire fais attention à ta trajectoire de tête, tire une extension de la tête dans le bon sens. C'est un peu moins précis. Alors on me demande quand est-ce que je devrais commencer les anneaux. Les anneaux c'est très individuel au niveau génétique, il y en a qui vont le supporter très très bien, moi, il y en a qui vont vraiment pas du tout le supporter, ils vont faire une séance aux anneaux et ils vont être ruinés. Donc ça sera le sujet du e-book gratuit justement, mais n'attendez pas d'avoir un certain niveau pour commencer les anneaux, juste faites attention, testez une journée, voyez le lendemain, ok, testez 2 jours, essayez d'y aller tranquillement et de pas tester tout de suite n'importe quoi aux anneaux parce que vous avez envie de faire des anneaux. Alors on me demande si j'ai des tips pour transitionner d'une planche sol para vers une planche aux anneaux. Non, j'ai pas vraiment de tips tout de suite, à part il va falloir faire des anneaux. Je vous apporterai les tips un petit peu plus tard, là ça serait trop compliqué, ça va vraiment dépendre des gens. Mais les anneaux c'est une question d'habitude. Quand on s'habitue à l'instabilité, après ça passe très bien. Et je suis tellement habitué aux anneaux que j'ai plus de Maltese anneaux que de Maltese para. Là si je fais une Maltese para je vais galérer, alors que Maltese anneaux j'ai 2 secondes avec un sac à dos rempli et des chaussures. Donc
Il y a des différences. Est-ce que je peux faire un tutoriel sur le Nakayama? J'y ai déjà pensé. Le problème, c'est que tout de suite, je peux pas faire de Nakayama, puisqu'en fait, la position qui me fait le plus mal. Alors, je pense qu'en vrai, j'ai plus mal. Mais j'ai pas testé parce qu'il fait moche dehors et que j'ai pas l'occasion de mettre mes anneaux là en salle tout de suite. Mais globalement, la position qui me fait le plus mal, c'est le back lever. Donc pour l'instant, le tuto Nakayama, il saute un petit peu. Sachant que si je fais un tuto Nakayama, j'ai pensé plutôt à faire un e-book Nakayama parce qu'en vrai, bah, c'est quand même assez complexe quand on décortique le mouvement. Et on va voir. Pourquoi pas? Je pense que oui. De toute façon, à terme, il y aura de plus en plus de contenu gratuit, de tutos gratuits sur cette chaîne YouTube. Là, je vous en dis pas beaucoup, mais au fur et à mesure des vidéos, vous allez en apprendre vraiment beaucoup par rapport à ce qui peut se dire dans le street. Est-ce que c'est possible d'être top niveau en calisthénie et de pratiquer un autre sport à côté? Alors si tu essaies d'être top niveau dans les deux, ça va être compliqué. Mais si tu fais juste un sport à côté, genre tu vas courir 2 fois par semaine en plus que tu fais du street, il n'y a pas de problème. Vraiment, je pense que ça pose aucun problème. C'est quoi le meilleur exo pour avoir la foule? Euh... Straddle. Comment tu respires quand t'es en planche? Quand t'es trop débutant et que t'as juste une seconde de planche, on s'en fout, respire pas. Et après, il faut se renseigner au niveau de l'apnée, je ferai une vidéo aussi sur ça. Si tu respires avec différentes parties du corps, que ce soit le ventre ou la cage thoracique, tu vas modifier la forme de ta planche et tu vas modifier certaines activations de ta planche. Donc il y a des façons de respirer. Mais j'en parlerai plus tard. Tutoriel Nakayama, c'est prévu pour, pas tout de suite, mais quand je reprendrai les anneaux. Quelle est la chose la plus importante en planche et en maltaise pour s'améliorer en hold et tenir longtemps? J'en parle en coaching, je peux pas détailler ici, ça serait vraiment trop long, mais vous savez, c'est pas une promotion pour vous dire venez en coaching, même si en vrai j'ai de la place si vous voulez un coaching actuellement. Je le dis, hein, je suis honnête, quand j'ai pas de place, je le dis. Quand j'ai 2 places, c'est que j'ai vraiment 2 places, parce qu'il y en a qui m'ont fait la remarque en disant oui, je suis sûr que quand tu dis oui, il me reste 2 places, c'est pour attirer les gens le plus rapidement possible, alors qu'il te reste beaucoup plus. Non, j'ai pas posté de coaching de janvier à mai parce que j'avais plus de place. Donc voilà, et puis même vous allez prendre un coaching avec qui vous voulez. Si je progresse trop rapidement, est-ce que je risque de me blesser? Alors, c'est de là dont je voulais en revenir sur le commentaire qu'on m'a laissé sur ma vidéo YouTube. En fait, on me disait oui, mais les tendons se régénèrent moins vite que les muscles. Et du coup, si tu as ta planche trop vite, tu te mets à risque. Pour moi, c'est une excuse. Parce que dans ma vidéo sur les biceps, allez la voir, j'explique clairement que en fait, ça sert à rien d'attendre que le tendon il se renforce, puisque le plus safe, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si le tendon il finit par se renforcer et qu'on va au bon rythme du tendon, le plus safe, c'est de pas utiliser le tendon, de mettre le moins de tension possible. Je vais vous dire un truc, le tendon il se renforce, mais est-ce que vous savez que c'est pas le tendon qui casse réellement quand on se pète le biceps? Quand on se pète le biceps, ce qui se passe, c'est que le tendon il se décroche de l'os. Et du coup, ce qui se passe après, c'est qu'on va creuser l'os, on rattache avec du fil, avec pas mal de choses, et on attend que l'os cicatrise pour rattacher le tendon. Ce qui fait qu'en fait, la durée de cicatrisation d'une rupture de biceps, c'est la durée de cicatrisation d'une fracture, plus ou moins. Et après, il faut rééduquer. Donc la rupture de biceps, déjà pour rassurer la plupart des gens, que j'ai pas dit sur mes vidéos précédentes, c'est pas le truc le plus grave. Je préfère 1000 fois qu'il m'arrive une rupture de biceps plutôt qu'il m'arrive une luxation. Alors oui, il y a opération, c'est chiant. Oui, on va devoir s'arrêter quelques semaines, c'est chiant. Mais franchement, c'est pas le plus grave. Je vous assure que la plupart des gens qui se sont pété le biceps, si jamais c'est opéré à temps et que le tendon retrouve son élasticité d'origine, il n'y a pas trop de problème. Surtout qu'après le tendon il est encore mieux rattaché. Et puis souvent les gens qui ont mal après des ruptures de biceps, on va me dire oui mais un tel pour pas citer de nom il a mal alors qu'il a eu une rupture de biceps. Souvent ils ont mal de l'autre côté en fait. Ils ont compensé par peur. Ils ont compensé par peur, ils se sont blessés à gauche, du coup ils se sont tout pris à droite et ils se sont finis par se blesser à droite. C'est ce qui se passe. C'est possible une straddle planche en 4 mois? Oui bien sûr, même en 1 mois, c'est ma spécialité de faire apprendre la straddle planche, c'est ce que je préfère en vrai. Et du coup ça va très très vite. Moi je l'ai appris en 4 mois et je faisais n'importe quoi. Donc je dis pas que c'est tout le monde qui doit l'apprendre en 4 mois, mais c'est largement possible. Est-ce que tu vas à l'université ou est-ce que tu étudies? Non, j'ai été en STAPS, mais le problème c'est que j'apprenais moins en STAPS que par moi-même. Moi, quand je veux apprendre quelque chose, bah, il y a Internet, il y a des formations, on peut payer des gens, on peut tout faire soi-même. Donc j'ai appris tout moi-même, je suis arrivé en STAPS, j'ai vu des trucs qui étaient dépassés, des trucs où on m'apprenait en formation que ça c'était nul. J'allais en STAPS, on me disait ok, ça marche comme ça. Non, c'était vraiment éclaté. Comment commencer la OAP? Euh, Test avec le flag déjà, mais juste faites attention parce que la OAP, on dit souvent que c'est un move très dangereux parce que c'est très dangereux, c'est un des moves les plus dangereux, mais les gens ils s'imaginent que c'est dangereux parce qu'on peut se blesser d'un coup en fait. On va entendre un gros clac et on peut se blesser. Non, c'est hyper traître la OAP. On peut en faire pendant 1 an et en fait se déséquilibrer petit à petit sur le côté gauche ou sur le côté droit, et c'est là que ça va créer des gros déséquilibres entre droite et gauche, des équilibres articulaires, des compressions, et d'un coup vous allez commencer à être blessé, vous n'allez pas savoir pourquoi, et en plus vous n'allez pas avoir mal en one arm planche, donc vous n'allez même pas penser que c'est la one arm planche le problème. Bref, en fait c'est un skill qui est ultra fourbe, et du coup faites juste attention à ça, de pas trop en faire, parce que vous pouvez vraiment vous compresser, vous tasser et vous shifter d'un côté ou de l'autre, et là ça devient vraiment problématique, c'est ce qui m'est arrivé, et vraiment c'est fourbe.
Travail à l'élastique sur de longs holds endurance, bon moyen d'augmenter son hold poids de corps. Ça dépend, je dirais plutôt non, mais ça dépend des athlètes. Ça va dépendre, il faut que j'analyse. Prochaine compétition, pas avant décembre en gymnastique et l'année prochaine pour le street workout. Est-ce que tu vas visiter plus d'events dans le futur en calisthénie, donc plus de compétitions? Oui, clairement oui, dès que appelez-moi si vous voulez des vidéos de compétition, il y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Mais sinon oui, j'essaierai de bouger aussi pour aller voir un petit peu d'autres compétitions qui m'intéressent. Move le plus dur aux anneaux selon toi, Carmona. Ça se passe comment pour presse en full aux anneaux? J'y arrive pas. Ouais, aux anneaux, c'est pas la même trajectoire, c'est totalement différent, c'est pas la même façon de faire, c'est pas le même support. Donc ça aussi j'y reviendrai. Essaye de chercher, en tout cas, essaye pas de presse pareil que sur para parce que ça marchera pas. Plus dur suppi doigt ou suppi sol pour push-up press hold? Suppi doigt plus facile parce que t'as beaucoup plus de contrôle en termes d'équilibre. Tu peux bouger, en fait c'est comme sur le handstand para, tu peux faire ça avec ta main, tu peux faire ça avec ta main. En suppi paume, t'as pas grand chose à part la force et la trajectoire parfaite sur ta push-up ou ta presse, sinon tu tombes. Quel est ton but principal aux anneaux? Reprendre les Vangelder actuellement et devenir vraiment très très fort en Vangelder, beaucoup plus que ce que j'ai pu l'être parce que je considère que c'était vraiment 1% de mes capacités. Tu fais du pull un peu? Non, pas trop. Même pas du tout, juste des front race pour Lazarian. Des tips pour dérouler le fall, enchaîner sur d'autres moves après une Victocross. Je suis pas le meilleur au niveau Victocross, mais forcément si tu prends trop de fall, ça va être différent parce que les engagements Victocross sont pas du tout les mêmes que les engagements en push. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Il va falloir réduire le falls, mais la Victo va devenir plus dure. Est-ce que tu entraînes le dynamique sur les anneaux? Donc j'imagine qu'il veut dire les figures d'agilité et tout. Si oui, quelle est la difficulté comparée à du statique par rapport à une full planche, par exemple double salto dans les anneaux? En termes de difficulté pure technique, c'est plus facile, vraiment plus facile. En termes de risque de blessure, tout le monde se blesse avec ces moves-là. C'est ultra violent, ultra dangereux. Je me suis blessé avec ces moves-là. Pile le double salto dans les anneaux, c'est exactement ça qui m'a blessé. Et du coup, c'est plus dangereux en termes d'épaule, en termes de tout ce qui est conflit sous-acromial et tout, ça c'est le top du top. Euh, Par contre, oui, c'est vraiment plus facile. Ça dépend lesquels, mais en tout cas, le double salto avant dans les anneaux, c'est vraiment facile. Même si je l'ai pas parce que je me suis blessé avant. Comment avoir de gros biceps avec des exos de calisthénie? Mets de la tension sur ton biceps, donc que ce soit une planche, un curl, traction, et si t'as de la chance, ça finit par arriver. Lorsqu'on a une rupture ou une inflammation du tendon, qu'est-ce qui est la priorité? Qu'est-ce que tu recommandes de traiter? Rotation externe. Vidéo sur les biceps. Et comment s'adapter à ne bosser quasiment que du tirage, le contraire de ce que tu fais? Et ben en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se déséquilibrer entre les muscles antérieurs et les muscles postérieurs en faisant que du push ou que du pull. Se déséquilibrer au point tel que ça en devienne dangereux ou problématique sur du musculaire en push-pull, vous inquiétez pas, vous êtes large. Déséquilibre articulaire, ça arrive beaucoup plus tôt, se déséquilibrer de gauche à droite ou de postérieur à antérieur, ça oui, ça peut poser problème. Mais en musculaire, ça va poser vraiment aucun problème, à moins que ça soit gigantesque. Mais j'ai jamais vu ça. Vraiment, vous inquiétez pas. Si vous voulez faire que du push, faites que du push. Si vous voulez faire que du pull, faites que du pull. Ce qui va être plus dangereux, ça va être l'asymétrie au niveau des mouvements et les compressions type one arm planche, one arm flag. Bref, j'espère que j'aurai bien répondu à tout ça. J'espère que la vidéo était pas trop molle, était pas trop rush. Je vous ressortirai des vidéos plus quali et tout. Mais ça vient. Merci pour les 1000 abonnés, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à commenter. Jusqu'à ce soir, là je vous sors la vidéo à 19h. Ce soir, minuit, vous avez des réductions sur mes programmes, uniquement sur le pack. Le pack, il est à 120 € au lieu de 160 si vous achetez les programmes séparément. Le pack, en fait, il va disparaître. Il n'y aura plus de pack de body reset et épaule coup de poignet. Donc si jamais vous voulez vous procurer ces programmes-là, parce qu'ils vous seront utiles un jour ou l'autre, vraiment, pour améliorer vos mobilités, pour certains mouvements, pour la one arm planche énormément, des exos que vous allez jamais voir, donc juste pour avoir des exos et une routine que vous pouvez incorporer en termes d'échauffement qui sera 1000 fois plus efficace en termes de mobilité, et bah n'hésitez pas, mes programmes sont, du coup vous avez 40 € de réduction au final sur les deux programmes quand vous les achetez avec le pack, c'est jusqu'à ce soir minuit, et après l'offre elle disparaît, le code c'est PACK10. Donc voilà, ça c'était c'est dit. Après vous pourrez uniquement acheter les programmes à l'unité, ça veut pas dire qu'il y aura plus jamais de promo, mais plus comme tel. Voilà, c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis sur un sujet que vous aurez choisi.